Si vous vous promenez dans les rues de Pékin par un 12 après-midi d'octobre aux alentours de 14h33, vous avez toutes les chances de voir des gens ainsi vêtus. Voici la chinoise de base, avec sa robe traditionnelle et ses boutons en tissu. De jeunes branchés, sortis tout droit d'un livre de manga, accompagnés de leur grand-mère aux petits pieds et aux petits chaussons. Bref, il n'y a pas de doute, vous êtes bien arrivé en Chine où se côtoient aimablement tradition et modernité débridées. Mais si vous vous rendez en compagnie de Juan Husin, cinéaste et observateur attentif des habitudes vestimentaires de ses compatriotes, au centre-ville, à une terrasse de café, au bord du lac Chicha, vous verrez qu'au-delà de ses apparences bon enfant, les vêtements chinois sont des carcans dont on ne peut s'échapper. Vous voyez cette fille en mini-robe blanche? C'est typiquement une interprétation ratée de la mode occidentale. Mais on s'aperçoit à quel point le peuple chinois veut suivre la tendance comme tout le reste du monde. Et là, cet habit qui a l'air traditionnel est en fait un uniforme de vendeuse. Depuis des siècles, le pouvoir central a une influence dans tous les domaines de la vie sociale et économique. Celui qui porte un uniforme représente le pouvoir et l'autorité. Donc tout le monde veut avoir le sien pour se valoriser. Depuis la réforme économique, on s'attendait à un affaiblissement de l'uniforme. Mais au contraire, cette tendance s'est renforcée. Et il y a des nouveaux métiers dont on ne peut pas vraiment dire qu'ils sont nouveaux, mais qui se sont développés ces dernières décennies et qui ont adopté cette culture et inventé leur propre uniforme. Dans la rue, toute une panoplie d'uniformes s'offre au regard. Voici l'uniforme d'un portier de restaurant, celui des voituriers, celui des 140 000 chauffeurs de taxi de la capitale, chemise jaune et pantalon noir réglementaire, la tenue des surveillants bénévoles, des retraités qui veillent sur la sécurité d'un angle de rue ou d'un bout de trottoir. Même les serveuses de restaurant ont une tenue réglementaire. Bonjour et bienvenue. Souvent d'inspiration régionale, ces uniformes sont censés accréditer l'authenticité de la cuisine locale. C'est le grand patron qui a choisi personnellement la matière et les boutons de notre uniforme. L'uniforme est dessiné par notre patron. Il a beaucoup de classe. Je suis content de le porter. Tous nos camarades portent cet uniforme. La combinaison des couleurs est parfaite. Je suis heureuse et fière de le porter. Je remercie la compagnie qui me permet de le porter. La joie dans le travail, l'enthousiasme pour le patron, c'est tout cela aussi que l'on affiche avec son uniforme qui permet au passage de masquer un important turnover au sein de la restauration. Quant à ces gens dynamiques et tout aussi enthousiastes, devinez un peu quel métier ils exercent. Perdus, ce ne sont pas des stewards ni des hôtesses de l'air. Encore perdus, ils ne sont pas profs d'aérobic. Et ce n'est pas non plus la croisière qui s'amuse. Nous sommes évidemment dans un salon de coiffure. Celui-là qui a 4 étoiles, c'est le manager et c'est lui qui mène la danse. Tous les matins, c'est une heure d'exercice pour une soi-disant désinhibition totale et obligatoire tendance lavage de cerveau. C'est la version pour les coiffeurs des traditionnels exercices du matin. Au niveau de la tenue, il faut avoir le grade, la chemise blanche, et selon le règlement, le pantalon noir et les chaussures noires. Ici, le grade n'est pas une fantaisie, mais correspond à la hiérarchie de l'entreprise et à la grille des salaires. Ces jeunes coiffeurs, souvent d'origine paysanne, tentent de prendre leur ascension dans les grandes métropoles. Ils font partie d'une nouvelle armée, celle des travailleurs migrants. Les entrepreneurs chinois vénèrent foncièrement la culture des uniformes.
Ils ont pris conscience que cette culture représente parfaitement le modèle de gestion centralisée, quasi militaire qu'ils souhaitent. Cette culture peut leur générer encore plus de profits. La culture d'entreprise est un recyclage de la culture militaire révolutionnaire. Et l'uniforme, symbole de l'unité, est glorifié dans les entreprises comme dans le pays tout entier. À l'image de ces femmes réservistes, tout le monde doit s'habiller de la même façon et marcher du même pas, sans un cheveu qui dépasse. Ainsi, au défilé de la fête nationale, on peut admirer cette harmonie universelle. Mais voici des habits qui sortent du rang, ce sont les minorités nationales de Chine. Elles sont là en tant que dignes représentantes de la diversité ethnique du pays et participent à cette image idéalisée d'une Chine parfaitement unie. La Chine comprend 55 minorités nationales représentant 8% de la population totale. Montagnardes ou nomades, polythéistes, bouddhistes ou musulmanes, chaque minorité a ses habits façonnés par son mode de vie, ses croyances. Par exemple, une fille en pantalon sera sûrement une montagnarde. Le peuple Toudja vit justement dans les montagnes du sud-ouest de Chine. Avec plus de 8 millions d'habitants, c'est une des plus importantes minorités du pays. Ils ont leur propre langue ainsi que d'inimitables chapeaux. Hélas, cette délicate pastorale ne se lève pas dans l'air pur des montagnes, mais en plein cœur de Pékin, où l'État chinois a construit un parc touristique qui reconstitue des habitats traditionnels avec minutie. Dans une chorégraphie courte et efficace, on peut apprécier d'un seul coup tous les habits de Chine. Dans la vie de tous les jours, je ne m'habille pas comme ça. Je suis comme vous. C'est parce que le parc des minorités a un règlement. Nous ne pouvons pas porter les habits traditionnels en dehors du travail. Même chez nous, on ne les voit que dans des villages reculés, mais plus en ville. Malgré les 30 ans d'ouverture économique, on peut encore percevoir dans les rues de Pékin l'héritage vestimentaire d'une autre époque. Le fameux costume Mao, ou du moins c'est ainsi qu'on l'appelle chez nous. Ce costume, aussi connu que le petit livre rouge, contient tout autant de messages politiques. Les 5 poches, dont une à l'intérieur, représentent les 5 grands appareils d'État. Le rabat des poches supérieures en forme de pointe de pinceau représente l'éducation du peuple. Pas de fente ni à l'arrière ni sur les côtés du costume Mao. Voilà qui signifie bien sûr l'unification du pays. Ce n'est pas Mao qui a inventé le costume Mao, mais Sun Yat-sen, le père de la Révolution. D'ailleurs, en Chine, on ne l'appelle pas costume Mao, mais costume Sun Yat-sen. Mais c'est bien le grand timonier qui a lancé la mode dans tout le pays. À cette époque, on se devait de suivre le chef en tout point. Et très vite, la mode du costume Sun Yat-sen, récupérée par Mao, s'est répandue du haut en bas de la société. Et attention, en plus, le costume Mao n'a pas de col Mao. D'ailleurs, Mao ne portait pas de col Mao. Ce qu'on appelle, nous, le col Mao, c'est pas ça, mais ça. La tenue typique des étudiants des années 30. Cadre à la retraite, M. Zhang est surveillant bénévole de quartier, comme l'indique son brassard rouge. Il est aussi gardien du temple de la mode maoïste. Depuis 60 ans, il ne passe pas un jour sans son costume Mao. Cette veste, je l'ai achetée il y a 20 ans. Je me souviens de l'avoir achetée dans un magasin à Kinmen. Aujourd'hui, ce magasin n'existe plus et le quartier a été rasé. On y a construit un grand centre commercial. Une fois assuré qu'aucun trouble ne viendra ternir l'harmonie de son quartier, M. Zhang rentre sereinement chez lui. Ma femme doit s'impatienter. Pour retrouver sa garde-robe. J'ai beaucoup de vêtements. Regardez, celui-ci est moderne. Et celui-là est de style militaire, avec des poches cachées.
Et regardez, celui-ci est plus clair. On peut constater que le costume Mao évolue. Il n'est pas monotone. Quand j'en vois un qui me plaît, je l'achète. Je trouve ce style très beau et très sobre. C'est pour ça que je l'adore. Vous étiez en retard, ma chérie. Dans les occasions très officielles, autrement dit quand la Chine doit montrer les dents et les muscles, le chef d'État va s'habiller en costume Mao. Ainsi, pour le défilé militaire de la fête nationale, le numéro 1 s'habille toujours en costume Mao, tandis que les autres membres du comité central ont leurs propres uniformes. Costume cravate, rouge de préférence la cravate. Malgré sa connotation révolutionnaire, le costume Mao est inscrit dans notre mémoire collective. De nombreux Chinois ont fait faire leur costume Mao pour des occasions particulières, surtout pour des échanges internationaux. Ils le portent à ces occasions. Moi-même, je n'ai pas pu y échapper. J'en ai fait faire un aussi, que je porte pour les festivals de cinéma pour recevoir des prix. Et c'est aussi parce que la coupe met en valeur l'homme chinois. L'homme chinois a bien changé depuis l'ouverture du pays à l'économie de marché en 1979 et ses habits ont évolué aussi vite qu'ont poussé les gratte-ciel, comme en témoigne Madame Tsao et son mari, qui ouvrent pour nous leur album familial. Là, c'est déjà dans les années 80. Quand on s'est mariés, nous sommes allés dans ma belle famille, à Hangzhou, pour notre lune de miel. On a fait la photo nous-mêmes, en posant l'appareil sur un rocher. Et cette veste-là sur la photo a une petite histoire. Elle a appartenu à mon père. C'est une très vieille veste. Lors d'un voyage à Shanghai, je l'ai fait reprendre à mes mesures pour pouvoir la mettre lors de mon mariage, car elle était de bonne qualité. Entre 1949 et 1979, il était interdit de porter une robe de mariée. Toute volonté de se distinguer rendait la personne hautement suspecte. Mais les rêves de princesse sont plus forts que les costumes gris du grand timonier. Des couples de notre âge se font prendre en photo en tenue de mariée, comme une séance de rattrapage. Donc nous avons refait cette photo quand nous avions autour de 50 ans. On a pu être au moins une fois dans notre vie, à la mode et romantique. La robe de mariée est devenue comme la cuisine occidentale ou les fêtes de Noël. C'est un symbole de tendance et de modernité. La vénération aveugle et l'interprétation de cet habit frôlent vraiment le ridicule. Elle est devenue une pratique de référence pour la nouvelle bourgeoisie chinoise et pour ceux qui sont en passe d'en faire partie. Tous les jeunes mariés doivent avoir leurs photos en robe de mariée et pouvoir les exposer au-dessus du lit conjugal. C'est devenu une nouvelle tradition chinoise. Une nouvelle industrie fort prospère s'est mise au service du romantisme naissant de la nation chinoise. Avec 25 000 mariages par jour, les clients ne manquent pas, ni le choix des robes de mariée. Voici la meringue classique, la meringue framboise, la feuilletée. Les Chinois ne manquent pas d'imagination lorsqu'ils veulent se refaire une nouvelle tradition. Tu préfères celui-là ? J'aime la robe de mariée avec le jupon large. C'est si romantique. Pour l'album photo de mariage, les jeunes mariés se choisissent aussi d'autres tenues. Ils s'habillent en diplômés d'une grande école sur un campus, en étudiant des années 30 avec le fameux col Mao.
et ne reculent pas devant l'uniforme soldat défendant la Grande Muraille. Quand j'étais petit, je voulais être soldat. Mais pour une question de carrière, je suis entré à l'université d'informatique. Soldat n'est pas un métier qui rapporte. J'aimerais pouvoir porter la tenue militaire pour me mettre juste un instant dans la peau des révolutionnaires. Si, pour la génération des parents, le romantisme consiste à se rapprocher de l'Occident, la jeune génération, elle, s'amuse à se costumer en style révolutionnaire et n'y voit absolument aucun mal. Depuis Andy Warhol, Mao est devenu une icône graphique. Et puisqu'on y recycle tout, les vêtements contemporains récupèrent forcément des éléments traditionnels. C'est la passion de Michel. Son tailleur personnel vient aujourd'hui lui livrer sa énième robe chinoise. J'aime beaucoup son travail, il m'en a fait plein d'autres. Il faut resserrer ici. Dans tout le pays, il n'y avait que mon maître et moi qui connaissions la coupe à plat de ce modèle. Et maintenant que mon maître est décédé, il n'y a que moi qui connais le secret. Quel maître! Il est formidable et je l'adore. En Chine, on appelle ces robes les robes mandchoues, toujours bien aérées. Elles ont connu leur apogée dans les années 30 à Shanghai, avant d'être interdites par Mao comme vestige de la Chine du passé dont il fit table rase. Voici le col traditionnel. J'en ai vu aussi de plus haut. En fait, dès qu'on met un col chinois, ça fait un habit chinois. Oui, oui, c'est sûr. Dans le passé, ça coûtait extrêmement cher de faire ces robes. Mais aujourd'hui, tout le monde peut en avoir une. C'est vrai. Même les serveuses des restaurants les portent. Du coup, la robe mandchoue est totalement dévalorisée. Je n'ai pas envie qu'on me prenne pour une serveuse. Parce que Michel n'est pas n'importe qui. Elle dirige un laboratoire de recherche informatique pour une multinationale et gagne environ 5 000 € par mois. De quoi se payer plein de robes chinoises à 200 ou 300 € la pièce. Depuis la réforme économique, l'écart entre les riches et les pauvres se creuse. Chacun se trouve dans un contexte social très concurrentiel. La protection sociale pour tous n'existe pas encore. Du coup, les femmes citadines souhaitent avoir une reconnaissance de leur succès professionnel. Et leurs habits doivent marquer leur statut. L'autre raison importante, c'est qu'elles veulent se vendre au meilleur prix sur le marché du mariage. C'est un reste de tradition confucianiste dans la société moderne. Pour marquer son statut, Michel doit aussi de temps à autre céder à la tentation des marques italiennes et françaises. C'est elle qui me guide dans mes achats et je suis sa meilleure cliente. Mon premier poste de dépense, c'est le crédit de mon appartement aux États-Unis. Et les habits viennent ensuite. Comme de toute façon, on mange pour pas cher en Chine. Les grandes marques internationales nous plaisent, bien évidemment. Armani, Burberry, Miu Miu et Prada sont des incontournables. Appelle-moi quand ce sera prêt. Depuis 10 ans, les citadins chinois, ceux qui ont un certain niveau d'éducation, ont découvert les grandes marques mondiales. Auparavant, ils n'y connaissaient pas grand-chose. Et là, c'est la leçon de rattrapage. Les Chinois veulent tous posséder un ou deux habits de ces grandes marques dans leur garde-robe. Mais les prix ne sont pas à la portée de tout le monde. Du coup, le décalage entre ces envies de posséder et la réalité du pouvoir d'achat donne lieu à un marché impérissable, celui de la contrefaçon. C'est ainsi que cohabitent les vrais et faux des plus grandes marques internationales dont les noms sont imités avec une imagination sans limite. Au pays des idéogrammes, il est important d'avoir des grosses lettres ou des caractères inscrits sur ses habits. Les jeunes citadins comme Li et ses amis raffolent de ces signes extérieurs de la modernité.
Publicitaires, banquiers ou chanteurs, ils sont de parfaits spécimens du jeune bobo pékinois. Mon ancien employeur nous interdisait de mettre des t-shirts. Alors j'ai démissionné. Je suis contre le dress code au travail. Moi, j'aime les vêtements larges avec des grosses inscriptions. C'est le style rappeur. On porte aussi des accessoires, ici, au poignet, et on fait comme ça. Où est-ce que j'ai rangé mes Adidas édition limitée? Tiens, il y en a encore ici. J'adore les Adidas, et pour les Nike, j'achète que les AF1. Pour Lee et ses amis, l'achat de vêtements ou de cosmétiques peut représenter 100% des revenus, et même plus, car ils iraient jusqu'à s'endetter pour une paire de chaussures. J'ai acheté ça 9 € et il me dit que ça en coûte que 3. Ce jean diesel, il me le fallait absolument, car je travaille dans une multinationale. Et pour être à la hauteur de mes collègues, il me fallait un jean cher, à 160 €. Sinon, il m'est arrivé un truc. J'avais acheté un t-shirt cher, de la même marque, dans une galerie marchande. Et je suis tombé sur le même dans la rue pour 10 fois moins cher. Ils sont made in China, c'est connu. J'ai ramené les deux à la vendeuse dans la galerie marchande. Et elle n'a pas su faire la différence. Montre-moi l'étiquette. C'est pas un vrai. Et le pantalon, faut que tu l'enlèves pour voir. Avec ses 160 millions de travailleurs, l'industrie du textile est le pilier de l'économie chinoise. Puisque la Chine confectionne tous les habits du monde, on se doute qu'elle fabrique peut-être aussi toutes les contrefaçons. Les grandes marques mènent une politique de gestion de ces faux. Elles tolèrent, voire fabriquent leurs propres contrefaçons dans les mêmes usines, le tout en Chine évidemment. C'est d'ici que la petite étiquette « Made in China » part à la conquête du monde. Mais aujourd'hui, la Chine cherche à développer son marché intérieur pour absorber l'abondance de sa production. Dans cette profusion, l'habit le plus produit est sans doute le survêtement. Vestes et pantalons plus ou moins combinés. Un habit à usage multiple que les ados doivent porter pendant toute leur scolarité. Chaque école a son code couleur, un dosage de bleu, de blanc et de rouge. Imaginez-vous dans cette tenue pendant 6 ans de votre vie. Comme on ne porte que ce survêtement, on n'achète pas de vêtements. On a hâte d'aller à la fac, rien que pour ne plus avoir à le porter. Une motivation de plus pour réussir son bac? Oui. Le survêtement scolaire est un compromis économique. Il est à la fois la tenue réglementaire et celle de sport au collège et au lycée. Quand j'étais au collège, j'avais un début d'esprit de rébellion. J'ai dit à mon prof, « Vous ne trouvez pas que c'est moche et que c'est un symbole de répression de l'individu ?» Mais lui, il n'y voyait qu'une facilité de gestion. Son opinion m'a choqué, et surtout son intransigeance. Comment une personne peut aimer cette tenue sous prétexte que c'est plus pratique? Une fois le bac en poche, la rébellion post-adolescente donne de la voix dans l'empire du milieu, comme ailleurs. Nous, les rockers, nous refusons toute contrainte. On ne doit pas emprisonner notre corps dans des habits conventionnels. Comme ça, on garde nos esprits libres. Le costume cravate est l'uniforme des travailleurs en col blanc. C'est une sorte de prison mobile. Moi, je viens d'avoir 20 ans et je ne veux pas devenir comme mes parents. Porter le même blouson, monter sur un vélo et aller au travail tous les jours, chercher l'enfant à l'école, faire la cuisine. Quand j'aurai 40 ans, j'aimerais pouvoir toujours porter les mêmes fringues. Pendant que les jeunes rebelles tentent de se débarrasser des vieux démons du système, l'État ne lâche pas prise et s'accroche aux vêtements des plus jeunes. Dans cette école privée, en banlieue de Pékin, cofinancée par les Américains, un curieux mélange de tenues écossaises et de foulards communistes raconte comment les vêtements chinois allient pragmatisme et idéologie. C'est ainsi qu'on peut être un bon communiste dans sa tête
et bien dans ses pompes capitalistes.